Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Important, ce sont les contrats qui déterminent le nombre de doses. 400 millions d'Européens, 40 milliards ou 40 milliards d'euros. Combien? Et ces chiffres astronomiques, où ça va? Et quelqu'un qui s'est penché dessus depuis longtemps, depuis au moins 2 ans, c'est la députée européenne Michèle Rivasi, députée ELV. Bonjour Michèle Rivasi. Bonjour. Bonjour, toujours heureux de vous recevoir. Alors, vous avez récemment tweeté sur deux problèmes justement. D'abord, vous nous annoncez aux joies, à pleurs de joie, que vous allez avoir accès, ou vous avez eu peut-être accès au contrat non biffé. Puisque jusqu'à présent c'était encore interdit. Et puis vous avez parlé, on va reparler ensuite, des 130 000 personnes licenciées en France parce qu'ils n'ont pas voulu être vaccinés. Alors Michèle Rivasi, d'abord les contrats, où on en est exactement? Est-ce que vous, représentants des Européens comme d'autres, avez pu enfin voir les contrats dans leur entièreté, dans leur intégralité? Non, parce que c'est pas les contrats où j'ai eu accès. Ils ont toujours pas voulu nous les donner, notamment la Commission européenne. Et vous savez que là, on a saisi 5 députés verts, ont saisi la Cour de justice européenne. Oui. Dans quelques mois, je pense que on aura la fin de ce procès. Mais ce que j'ai eu accès, c'est en fait à l'argent qui a été donné par la Commission européenne. Oui. Au laboratoire avant qu'on ait un vaccin. Si vous voulez, l'objectif de la commission, c'était de dire on va donner 2,5 milliards quand même Oui. À différents labos, notamment il y a 7 labos qui ont été choisis, pour pousser les labos à sortir un vaccin et pour avoir un éventail, si vous voulez, de vaccins différents. D'accord. Et donc, ils ne voulaient toujours pas me donner ces chiffres, alors que c'est de l'argent public qui allait au labo, et je voulais savoir dans quelles conditions. Oui. Enfin, j'ai pu avoir accès à ces chiffres, mais toujours dans une salle. Vous voyez, c'est une salle où vous n'avez pas le droit de prendre votre portable, vous n'avez pas le droit de prendre un crayon, un papier. Il faut tout enregistrer dans sa tête et puis le sortir après. Ah bon, vous voulez dire ni portable, ni même prendre des notes sur un papier? Ah mais là non, non, ils n'ont pas voulu et donc il faut retenir ça de tête pour pouvoir savoir combien on avait donné. Et alors, ça date de quand ça justement? Alors ces contrats, c'est avant le vaccin. Ça date de quand? Ça date de 2020. D'accord. Ça date de 2020 et ce que j'ai appris, c'est que celui qui a le plus reçu, je peux vous dire la somme parce que elle avait été fuitée, c'était 700 millions d'euros à Pfizer. Oui. Après, on a eu 450 millions d'euros à CureVac, qui nous avait donné ces documents lors de la commission spéciale sur le Covid au Parlement. Oui. Et après, on a AstraZeneca autour de 336 millions. Après, on a Sanofi autour de 320 millions d'euros. Après, on a Novavax. Et puis après, on a Johnson & Johnson. D'accord. Et le dernier, c'est le petit Valneva, où là, on n'a pratiquement rien donné parce qu'il n'y a pas eu des accords. Parce que ces accords, si vous voulez, ça voulait dire quoi? On vous donne de l'argent, sortez-nous un vaccin, et alors ce que j'ai demandé moi par la suite, c'est donnez-nous la traçabilité. Et là, ce que j'ai appris dans les documents, c'est qu'ils nous donneront la traçabilité de l'argent qui a été donné que fin 2024, début 2025. Donc, c'était quand même normal qu'on leur dise cet argent-là, qu'est-ce que vous en avez fait? D'autant plus que quand les labos n'ont pas sorti le vaccin. C'était le cas de CureVac et c'est le cas de Sanofi. Alors, maintenant, Sanofi vient de sortir un vaccin. Bon, un peu tard, parce que je ne vois pas maintenant qui va acheter ce type de vaccin. Sachant qu'on a 40 millions de doses qui sont en stock et pas utilisées en France, et qu'en plus, vous savez, la date de préemption va, par exemple, pour Moderna, ça se termine en décembre 2022. Donc, vous voyez qu'il y a eu un gaspillage des commandes de vaccins qui non négligeable. Ah oui, c'est ça. Et là, cette traçabilité, vous l'aurez en 2024, vous dit-on. Fin 2024, début 2025. Non, mais écoutez, c'est incroyable parce que c'est la prochaine législature.
Donc, est-ce qu'il y a encore des députés qui vont suivre ça? Bon. Ouais. Après, j'ai eu accès, toujours, alors c'était la semaine dernière, en fin de semaine dernière, au document de Thierry Breton. Oui. Et là, c'est pareil, je ne pouvais pas prendre des notes. Et j'avais que 30 minutes, vous voyez, pour regarder les documents. Donc, vraiment, on fait tout pour... alors, les documents de Thierry Breton qui étaient alors exactement, spécifiquement... Alors, c'était sur, dans chaque labo, quelle était l'autonomie des laboratoires pour fabriquer les vaccins. D'accord. Alors, il nous indiquait les différents industriels et sous-traitants qu'il y avait en Europe. Oui. Est-ce qu'ils étaient autonomes ou pas? Est-ce qu'ils dépendaient, par exemple, des États-Unis ou pas pour la fabrication des ARN et des différents produits? Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Alors, sans vous donner, parce que là, je suis soumis à confidentialité, mais grosso modo, Pfizer a pas mal d'industriels européens. Oui, BioNTech, notamment. Oui, BioNTech, où il fabrique quand même de l'ARN messager. Oui. Mais il est quand même dépendant encore des États-Unis pour certains nucléotides, vous voyez, qui fabriquent ces ARN qui sont artificiels. D'accord. Et puis aussi des filtres, c'est assez bizarre. Et ils les font venir des États-Unis. Pour Moderna, par contre, Moderna est très dépendant des États-Unis. Vous voyez, il y a énormément d'ingrédients dans les vaccins qui proviennent des États-Unis et donc on n'est pas autonome. D'accord. Alors pareil pour Johnson & Johnson, parce que là c'est surtout américain. Et Thierry Breton, lui, il demande à ce qu'il y ait des stocks des produits qu'on ne peut pas fabriquer en Europe et qui soient stockés en Europe, justement. D'accord. Mais c'est assez bizarre parce que nous, ce qu'on demande, par contre, en tant que député européen, c'est qu'on demande à ce qu'on fabrique tout en Europe. Vous voyez, qu'on ne soit pas dépendant des États-Unis ou de certains pays d'Asie. Il faut absolument qu'on ait une autonomie et qu'on choisisse une espèce de... Surtout qu'elle nous a sacrément manqué, cette autonomie, au début du bien Covid. Sûr. Oui. Alors ça, c'est tous des documents qui vous indiquent un peu nos faiblesses et nos fragilités pour si demain il y a une pandémie, est-ce qu'on est autonome? À l'heure actuelle, on peut dire que non. Il y a des produits qu'on est incapable de fabriquer sur le plan européen. Tout à fait. Dernière question là-dessus, Michel Rivasi. On parle de plus en plus quand même d'une plainte, au cas d'une suite juridique déposée contre Ursula von der Leyen et son mari par rapport aux subventions que l'entreprise de son mari aurait reçues de la Commission européenne. Et c'est plus du côté de la rumeur, ou c'est vrai, je crois. Enfin, alors, écoutez, vous savez que on a eu l'avis de la médiatrice sur le 3e contrat de Pfizer, qui a dit qu'elle n'a pas obtenu les documents et que les SMS étaient vraiment des documents professionnels, qu'en aucun cas la Commission pouvait dire que les SMS ne l'étaient pas. Après, on a eu la Cour des comptes qui a bien confirmé qu'ils n'ont pas eu accès aux documents de pré-négociation sur le 3e contrat. Et donc ça confirme bien que c'est Ursula, enfin c'est une hypothèse, mais qui est de plus en plus valide, que Ursula a court-circuité, si vous voulez, les règles du jeu qui avaient été établies par la Commission européenne, où il y avait un comité de pilotage qui négociait avec le labo les prix, les livraisons, les conditions de responsabilité, d'indemnisation, etc. Et alors maintenant, c'est le procureur européen qui saisit. Et le procureur, si vous voulez, on a demandé à ce qu'il fasse une vraie enquête, parce que moi, je ne peux pas le faire. Bien sûr. C'est-à-dire qu'elle doit regarder effectivement son mari, qui a été obligé de démissionner quand même du conseil d'administration, qui réunissait sa boîte, plus d'autres boîtes, notamment européennes. Il a été obligé de démissionner parce qu'il était jugé parti. À la fois, il recevait de l'argent de la Commission européenne et lui-même, dans sa boîte, alors elle s'appelle Genesis, eh bien, il fait des ARN messagers.
Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Aucun conflit d'intérêts. Oui, le fera, Michel Rivasi, mais quelle atmosphère de conflit d'intérêts, quelle atmosphère de transparence et de clarté dans tout cela. On verra la suite juste. Mais c'est terrible, c'est terrible, parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec l'argent qui a été donné par la Commission et les États membres, on est au-delà de 72 milliards d'euros. Oui, 72 milliards d'euros. Non, c'est pas rien. C'est pas une mince affaire. Hein. Ce n'est pas rien, c'est le moins que l'on puisse dire. Michel Rivasi, en tout cas, nous allons suivre ça avec vous et nous allons voir si on va arriver au bout. Et quand vous parlez, est-ce que ça aussi vous avez fait... ça a fait beaucoup réagir, des 130 000 personnes en France licenciées parce qu'ils ne voulaient pas être vaccinés. Juste ce chiffre, vous le tenez d'où et comment ? Je le tiens des syndicats français qui ont évalué à 130 000 personnes les salariés, alors toutes causes confondues. Alors il y a bien sûr le personnel médical, il y a les pompiers, etc., qui ont été suspendus parce qu'ils avaient refusé d'être vaccinés. À l'heure actuelle, comme il y a eu une pression très forte, certains se sont fait vacciner. À l'heure actuelle, il reste autour de 40 000 personnes qui ne sont toujours pas intégrées. Et moi, à la commission, justement, Covid du Parlement européen, j'ai interpellé les syndicats européens, en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour protéger les salariés ? On ne vous demande pas de savoir s'ils sont vaccinés ou pas vaccinés. Votre boulot, c'est de protéger les salariés qui n'ont ni chômage, ni aide, vous voyez, des allocations, ni indemnité, RSA. Ni rien, oui, absolument. Ils n'ont rien. Ils sont complètement démunis. Et ce que j'ai dit, c'était de la maltraitance des salariés. Et après, je leur ai posé la question, pourquoi vous ne poussez pas tous les gouvernements, parce qu'il y en a certains qui bougent, comme en Italie par exemple. En Italie, ils ont réintégré le personnel. D'ici le mois de décembre, il va être réintégré. Mais en France, il y a un blocage total. En Allemagne, c'est moyen. Et donc, moi, je demande à ce que les syndicats se bougent. Il faut absolument qu'ils soutiennent ces salariés, qu'à l'heure actuelle, vu que vous soyez vacciné, vous pouvez toujours transmettre, donc il faut absolument vous protéger pour ne pas transmettre le virus. On le sait aujourd'hui, bien sûr. Vous voyez, je trouve que c'est une discrimination terrible vis-à-vis de ces salariés. Et on demande à ce qu'ils soient réintégrés, ces gens-là. Oui, et on voit qu'ils ne sont pas, c'est pas négligeable. On parlait au début de 10 000, 15 000. Là, comme vous dites, 40 000. Déjà, c'est énorme, et peut-être plus. Et c'est vrai que... Ils ont gagné des fois au prud'homme. Parce qu'au prud'homme, les gens ont reconnu qu'il était anormal, par exemple, que des gens qui étaient dans l'administration, eh bien, ont été suspendus, alors qu'ils n'étaient pas avec le public. Et puis... Vous voyez, on fait une différence. Pourquoi? Alors, on a suspendu le personnel médical, les gens, par exemple, les ostéopathes, les naturopathes, etc. Et les enseignants, on ne les a pas suspendus. On a suspendu les pompiers et on n'a pas suspendu les gendarmes et les policiers. Vous voyez qu'on a fait une discrimination aussi au niveau des gens. Donc, nous, maintenant, on demande à ce que tous ces gens-là soient réintégrés. Il manque des infirmières, mais il y en a des infirmières qui sont prêtes à retravailler. C'est clair. Et aujourd'hui, avec ce qu'on sait aujourd'hui, c'est vrai que ça devient complètement... On l'a vu, vous avez dit l'Italie, New York aussi, vous savez, le gouverneur de New York a réintégré effectivement les non suspendus. Pourtant, New York était dans la... Et dernière chose que vous le savez, c'est quand même intéressant. En Australie, qui avait la politique Covid la plus répressive, vous savez, presque la COVID zéro, etc. Voilà, Covid zéro. Et alors, on vient d'apprendre, Michel Rivasi, que la 4e dose de vaccin ne sera pas autorisée pour les moins de 30 ans. En Australie. C'est intéressant. Hein. Nous, on fait encore appel. Attention, attention. Oui, tout à fait. Donc, il faut être très vigilant. Il faut soutenir vraiment le personnel médical, les infirmières et autres, parce qu'ils ont donné vraiment de leur énergie. Et, tout à fait. Et de même, on les a applaudis à un moment et maintenant on les rejette. Vous voyez, moi, ça me touche de près parce que je trouve ça vraiment inadmissible. Alors on nous dit qu'il manque du personnel, ils ne sont pas motivés, mais même les syndicats ne font pas leur boulot. C'est pas normal s'ils n'aient pas défendu ces salariés. Ça s'appelle la géométrie variable et les deux poids, deux mesures. Merci Michel Rivasi. Merci de vos éclaircissements. Merci à vous.